Imaginez la scène. L'hiver de 1607 à 1608, la Tamise à Londres. Là où des navires naviguaient quelques mois plus tôt, des foules marchent maintenant avec assurance sur une glace solide. Des étals de marché constellent la surface gelée, leurs toiles flottant dans un vent glacial. Des feux brûlent effrontément sur la glace même, la fumée s'élevant des brassereaux tandis que les vendeurs font rôtir du porc et chauffent du vin chaud. Des enfants glissent sur des patins rudimentaires façonnés à partir d'os d'animaux, se propulsant avec des bâtons en bois. Le fleuve a cessé d'être une barrière pour devenir une artère animée, une rue de ville temporaire là où il n'y en avait jamais eu. Cette transformation n'était pas propre à Londres. Durant les siècles connus sous le nom de Petit Âge glaciaire, l'hiver a fondamentalement modifié le paysage européen, transformant les rivières en routes, les lacs en autoroutes, présentant à la fois des dangers mortels et des opportunités extraordinaires à ceux qui apprenaient à naviguer dans ce monde gelé. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment les rivières gelées sont devenues les autoroutes hivernales les plus cruciales de l'Europe médiévale, permettant des voyages qui sembleraient complètement insensés selon les normes actuelles. Nous révélerons la technologie qui a rendu les voyages d'hiver possibles, des patins en os attachés aux chaussures aux brise-glaces primitifs qui maintenaient le commerce pendant des mois de gel. Vous découvrirez des campagnes militaires qui défiaient toute logique, faisant marcher des armées entières avec cavalerie et équipement sur des mers gelées pour remporter des victoires éclatantes. Nous explorerons les transformations économiques qui se sont produites lorsque les rivières gelaient pendant 4 ou 5 mois, en examinant comment les marchands se sont adaptés et comment certaines communautés ont prospéré, tandis que d'autres luttaient pour survivre. Tout au long de cette exploration, vous découvrirez le contexte climatique qui a rendu tout cela possible. La transition de l'optimum climatique médiéval au petit âge glaciaire, lorsque les températures ont chuté et que les voies navigables d'Europe sont devenues de la glace solide pendant de longues périodes. C'est un voyage bien documenté dans un aspect caché de la vie médiévale, qui révèle à la fois l'ingéniosité et l'audace de nos ancêtres face à des extrêmes environnementaux qui nous mettraient au défi, même aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi les gens du Moyen Âge prenaient des risques aussi extraordinaires sur les rivières gelées, nous devons d'abord saisir les conditions climatiques qui transformèrent leur monde chaque hiver. L'histoire commence avec l'optimum climatique médiéval, qui s'étend approximativement de 950 à 1250. Durant ces siècles, la région de l'Atlantique Nord a connu des températures plus chaudes qui ont permis l'expansion nordique vers l'Islande et le Groenland, ouvrant des routes maritimes qui étaient auparavant obstruées par la glace. Pourtant, même pendant cette ère relativement douce, les régions du Nord connaissaient encore un gel saisonnier, et les hivers restaient un défi redoutable. Ce qui allait suivre, cependant, ferait paraître ces hivers médiévaux cléments en comparaison. Vers l'an 1300, un changement climatique a commencé, qui allait fondamentalement modifier la vie européenne pour les 5 siècles suivants. Le petit âge glaciaire, qui a duré jusqu'à environ 1850, a fait baisser les températures moyennes dans l'hémisphère nord de 0,6 degrés Celsius, un changement apparemment minime qui a eu des conséquences profondes. Dans certaines régions, les températures ont chuté jusqu'à 2 degrés Celsius pendant des décennies. Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais les effets ont été spectaculaires et de grande portée. Les hivers en Europe du Nord pouvaient désormais s'étendre sur 5 mois complets, durant lesquels les rivières, les lacs et même des portions de la mer Baltique gelaient complètement. La Tamise, le Rhin, les canaux des Pays-Bas, des voies navigables qui avaient servi de artères vitales pour le commerce et la communication, sont devenus de vastes étendues de glace, infranchissables pour les navires,
mais offrant un autre type de passage à ceux qui étaient assez audacieux ou désespérés pour s'aventurer sur leur surface gelée. Les archives historiques conservent des récits divers si rigoureux qu'ils dépassent l'entendement. Prenez l'hiver de 1363 à 1364, lorsqu'une vague de froid extrême a balayé l'Europe continentale. Près de la ville allemande de Mayence, le puissant Rhin est resté gelé pendant 70 jours consécutifs. La glace est devenue si épaisse et stable que la ville de Cologne a organisé un marché entier sur le fleuve gelé, avec des marchands installant leurs étals, des clients parcourant les marchandises et des transactions effectuées sur ce qui avait été une voie navigable quelques semaines auparavant. Ce n'était pas un incident isolé confiné aux régions du Nord. Certaines parties du sud de l'Europe ont subi des conditions tout aussi étonnantes. La lagune de Venise a gelé, tout comme les rives près de Bordeaux dans le sud-ouest de la France. Des régions que nous associons à des climats méditerranéens doux transformés en paysages arctiques. L'Italie, cette péninsule bénie par le soleil, a connu des hivers qui sonnent apocalyptiques à nos oreilles. Moderne. En février 1352, d'intenses chutes de neige ont enseveli la région de Florence, la neige persistant pendant tout le mois. 7 ans plus tard, en 1359, le centre de l'Italie a fait face à des conditions encore plus extrêmes. Les chroniques contemporaines rapportent que Bologne a reçu 18 pieds de neige, avec des accumulations encore plus importantes à Modène. Le chroniqueur écrit avec une horreur à peine contenue. La neige a atteint une hauteur extraordinaire. Pour alléger les toits, la neige était jetée dans les rues, et certaines villes étaient bloquées au point que les habitants ont été piégés pendant plusieurs jours. Imaginez la scène. Des rues urbaines ensevelies sous de telles profondeurs que les gens ne pouvaient pas quitter leur maison, l'architecture même menaçant de s'effondrer sous le poids de la neige accumulée. La France a subi des événements tout aussi dévastateurs. La chronique de Montpellier décrit l'hiver de 1389 en Lozère, avec des détails saisissants. Les chutes de neige furent si grandes qu'elles détruisirent de nombreuses fermes et beaucoup de gens moururent parce que les maisons leur tombèrent dessus. De froid, de faim, parce que les chutes de neige durèrent tellement plus longtemps que d'habitude que les gens avaient épuisé leurs provisions. Nous voyons ici l'intersection mortelle du danger immédiat, l'effondrement des structures, et de la lente famine qui suivait lorsque l'hiver s'étirait au-delà de ce que les réserves de nourriture pouvaient supporter. C'était la dure réalité derrière l'image pittoresque d'un paysage hivernal médiéval féerique. La Tamise en Angleterre fournit peut-être les exemples les plus célèbres de voies navigables gelées, conservées à la fois dans les récits des chroniques et dans des représentations artistiques ultérieures. Le fleuve a notamment gelé en 1506 et 1515, les gens le traversant avec confiance avec des charrettes et des chevaux. L'hiver de 1607 à 1608 a vu le gel commencer avant Noël et persister assez longtemps pour ce qui serait enregistré comme la première « foire sur la glace », un terme qui deviendrait synonyme des hivers de Londres. Le grand gel de 1683 à 1684 reste l'un des plus remarquables jamais enregistrés, la Tamise étant complètement gelée pendant 2 mois entiers. Les observateurs de l'époque ont soigneusement mesuré l'épaisseur de la glace, trouvant 8 pouces près du milieu du fleuve et plus de 2 yards d'épaisseur le long des berges. À Londres même, la glace a atteint 11 pouces de profondeur. Les étangs de la campagne environnante ont gelé jusqu'à 18 pouces. La dernière foire sur la glace de la Tamise aurait lieu en 1814, marquant la fin d'une ère où le grand fleuve de Londres se transformait régulièrement en une surface solide. Ce n'étaient pas de simples inconvénients ou curiosités.
Ces voies navigables gelées représentaient une transformation fondamentale du paysage, une transformation que les gens du Moyen Âge ont appris à naviguer, à exploiter, et sur laquelle ils ont parfois péri. Bientôt, nous découvrirons comment ils se sont adaptés à ce monde gelé, mais nous devons d'abord comprendre la question qui a motivé leur adaptation. Lorsque votre monde gèle pendant des mois, lorsque les rivières qui transportent votre commerce deviennent infranchissables pour les bateaux, attendez-vous simplement le printemps, ou trouvez-vous un autre moyen? La transformation qui se produisait chaque hiver était aussi spectaculaire que pratique. Les rivières et les lacs, qui pendant la majeure partie de l'année servaient de routes sinueuses naviguées par bateau, devenaient en hiver quelque chose de tout à fait différent. Des surfaces plates et droites qui pouvaient être traversées à des vitesses impossibles sur les routes boueuses et défoncées qui faisaient office d'autoroute dans l'Europe médiévale. Ce n'était pas un avantage théorique remarqué uniquement par les érudits. Les itinéraires médiévaux, les guides sur lesquels les voyageurs comptaient, présentaient souvent deux ensembles distincts d'indications pour le même voyage. La route d'hiver était invariablement plus rapide, réduisant généralement le temps de trajet de moitié aux 2/3 par rapport à la route d'été. Cela représente un avantage extraordinaire à une époque où la vitesse de communication pouvait déterminer les issues militaires, le succès économique ou même la survie. Les voies navigables gelées offraient un accès à des territoires qui étaient complètement infranchissables pendant les autres saisons. Les forêts denses qui formaient des barrières impénétrables en été devenaient navigables lorsque leurs marécages et marais gelaient. Les basses terres boueuses qui engloutiraient un chariot jusqu'aux essieux en automne pouvaient supporter de lourds traîneaux lorsque l'hiver durcissait le sol et que la glace recouvrait l'eau. Pour les régions dépendantes d'un terrain difficile pour leur défense ou leur isolement, l'hiver apportait une vulnérabilité, mais aussi une opportunité pour ceux qui maîtrisaient les déplacements durant les mois de gel. Nulle part cette transformation n'a été plus complètement exploitée qu'en Russie et dans les territoires autour de Novgorod. Ici, la maîtrise des déplacements sur glace a atteint son plus haut développement. Les voyageurs russes avaient depuis longtemps compris une vérité fondamentale. En été, ils parcouraient les rivières en bateau, mais en hiver, ils parcouraient les mêmes rivières en traîneau sur la glace. Selon les recherches d'érudits russes, des vitesses de déplacement qui semblent presque incroyables étaient atteintes, jusqu'à 150 km par jour en traîneau tiré par des chevaux sur des surfaces gelées optimales. Comparez cela au rythme d'un bateau chargé luttant contre le courant ou à la lenteur d'un chariot embourbé dans la boue printanière, et l'avantage devient clair. Les sources historiques documentent des gains de temps spectaculaires sur des itinéraires spécifiques. Le voyage de Novgorod à Gnezdovo, en suivant la rivière Volkhov et les voies navigables connectées, nécessitait environ 30 jours en bateau pendant la saison de navigation. Le même trajet pouvait être parcouru en seulement 7 à 10 jours en traîneau sur la glace hivernale. Cette réduction spectaculaire ne rendait pas seulement les voyages plus pratiques, elle modifiait fondamentalement ce qui était possible. Des messages qui prendraient un mois pouvaient arriver en une semaine. Des marchandises qui se gâtaient ou s'épuisaient pendant un long transport pouvaient atteindre les marchés alors qu'elles étaient encore fraîches ou précieuses. Des mouvements militaires qui auraient été détectés bien à l'avance devenaient des frappes rapides. L'importance stratégique de Novgorod découlait en partie de sa position géographique exceptionnelle. La ville chevauchait la rivière Volkhov, positionnée entre le lac Ladoga au nord et le lac Ilmen au sud. Cet emplacement en faisait un carrefour essentiel pour les itinéraires de voyage d'été et d'hiver, reliant la région de la Baltique à l'intérieur de la Russie. Les fouilles archéologiques ont révélé les preuves physiques de cette culture du voyage hivernal. De nombreux traîneaux ont été trouvés dans les couches gorgées d'eau de Novgorod,
préservés dans le sol pauvre en oxygène, datant de la fin de la période viking. Des traîneaux encore plus anciens ont été découverts à Staraja Ladoga, datant de la fin du 8e siècle, démontrant que cette technologie et les modes de déplacement qu'elle permettait remontaient à plusieurs siècles, avant que le petit âge glaciaire n'intensifie la pratique. Les archives archéologiques livrent d'autres découvertes cruciales. Les crampons, des pointes métalliques qui pouvaient être attachées aux chaussures ou aux sabots des chevaux, apparaissent en nombre significatif. Ces dispositifs simples mais efficaces permettaient aux humains et aux chevaux de maintenir leur adhérence sur la glace, prévenant les chutes qui pouvaient s'avérer fatales par des températures glaciales. La présence de crampons conçus pour les chevaux indique que les déplacements hivernaux sur glace ne se limitaient pas aux piétons ou aux petits traîneaux, mais incluaient un transport substantiel tiré par des chevaux capables de déplacer des cargaisons importantes. Les sources russes médiévales rendent explicite ce que les archives archéologiques impliquent. Les zones marécageuses qui formaient des barrières au trafic lourd pendant la majeure partie de l'année ne devenaient des autoroutes utilisables que lorsqu'elles étaient gelées. Les zones humides qui protégeaient certains territoires des invasions devenaient, en hiver, des voies d'approche. Les rivières qui serpentaient à travers les terrains boisés devenaient des routes directes, leur surface gelée offrant un chemin plat, libre des obstacles qui rendaient les routes forestières presque impraticables. La région de la Baltique et les villes de la Ligue hanséatique ont développé des dépendances similaires aux routes de glace hivernales, bien qu'avec leurs propres variations régionales. Au cours du XIIIe siècle, les routes d'hiver le long des rivières et des lacs gelés de Livonie sont devenues particulièrement importantes pour le réseau commercial qui liait des dizaines de villes marchandes de Londres à Novgorod. Lorsque les hivers atteignaient leur plus grande rigueur, même le Zuiderzee, la grande mer intérieure qui s'enfonçait profondément dans les Pays-Bas, gelait suffisamment pour permettre le transport de marchandises directement sur la glace d'Amsterdam à Kampen, contournant les routes côtières plus longues. Au XVIe et XVIIe siècle, au plus fort de l'intensité du petit âge glaciaire, la mer Baltique elle-même pouvait geler, au point que la glace recouvrait pratiquement toute la mer. Ce qui avait été une vaste autoroute maritime navigable uniquement par bateau devenait une surface solide qui pouvait être traversée à pied, en charrette, à cheval. Pour les villes de la Ligue hanséatique, cela représentait à la fois un défi et une opportunité. Leur richesse dépendait du commerce maritime, mais pendant des mois chaque année, ce commerce devenait impossible. La solution, que nous explorerons plus en détail sous peu, impliquait à la fois une adaptation à la glace et des efforts pour la briser. Pourtant, cette transformation de l'eau en glace, de barrière en autoroute, avait un coût calculé en vies humaines. Le danger de noyade restait constant, peut-être même accru, car la glace présente une surface trompeuse. Les sources médiévales notent avec une précision minutieuse qu'une glace de 2 à 3 doigts d'épaisseur permettait de patiner avec peu de danger, mais une glace recouverte même de la plus fine couche de neige présentait un péril extrême. La neige isole la glace de l'air froid, l'empêchant de s'épaissir, et pire encore, elle dissimule les points faibles, les zones minces et les endroits où la glace s'est déjà fracturée. Certains patineurs se sont noyés lorsque la glace a cédé sous eux, plongeant dans une eau si froide que la survie dépendait d'un sauvetage immédiat. Et un sauvetage immédiat n'était pas toujours possible sur un vaste fleuve gelé. Les archives historiques conservent des récits édifiants qui ont résonné tout au long de la période médiévale. Guillaume II de Hollande a appris trop tard le danger de mal juger la solidité de la glace. En janvier 1256, poursuivi par les forces frisonnes près de Hoogwood, Guillaume a tenté de s'échapper en traversant un lac gelé. Son cheval a traversé la glace,
le plongeant dans une eau glaciale où il est devenu vulnérable et sans défense. Les Frisons se sont approchés et l'ont tué alors qu'il se débattait dans l'eau glacée. La vie d'un comte fauché par la combinaison mortelle de la glace traîtresse et de la guerre. Encore plus célèbre, Tsi est la mort de l'empereur Frédéric Luyet, dit Barberousse, bien que sa noyade se soit produite en traversant la rivière Salef lors de la Troisième croisade en 1190. Bien que non directement liée à la glace, sa mort a souligné ce que les gens du Moyen Âge savaient bien. Les rivières tuaient, qu'elles soient gelées ou non, et le risque constant de noyade aux traversées de rivières était une réalité de la vie médiévale. L'évaluation de la sécurité de la glace était cruciale, mais jamais certaine. De quels moyens disposaient les gens du Moyen Âge pour déterminer si la glace tiendrait? L'observation, l'expérience, la tradition, le savoir transmis de ceux qui avaient survécu à ceux qui devaient porter le même jugement. Lorsque la glace devenait assez épaisse, lorsque les autorités locales ou les bateliers expérimentés la déclaraient sûre, des foires sur la glace étaient organisées et les foules s'aventuraient sur la surface. Mais des accidents se produisaient encore, des erreurs de calcul s'avéraient encore fatales, et chaque voyage sur la glace exigeait une certaine acceptation du risque. Malgré ces dangers, les gens du Moyen Âge ont développé une technologie remarquable pour exploiter les autoroutes gelées que l'hiver créait. L'ingéniosité avec laquelle ils se sont adaptés aux déplacements sur glace représente l'une des réalisations méconnues de la culture matérielle médiévale, et la compréhension de cette technologie en révèle beaucoup sur la manière dont ils ont survécu et même prospéré pendant les siècles les plus froids du petit âge glaciaire. Les déplacements hivernaux médiévaux dépendaient d'une technologie qui nous semble primitive, mais qui démontre une sophistication considérable dans son adaptation aux matériaux disponibles et aux défis environnementaux spécifiques. Parmi les innovations les plus répandues et les plus importantes figuraient les patins en os, des dispositifs qui permettaient un mouvement rapide sur la glace et qui apparaissent dans des contextes archéologiques à travers l'Europe du Nord, de la Tchécoslovaquie à l'Irlande, de la Suède à l'Angleterre. Ce n'étaient pas les instruments de loisir que nous associons au patinage sur glace moderne. Les patins en os servaient un but fondamentalement pratique. Le transport dans un monde où les rivières et les lacs gelaient pendant des mois et où la capacité de se déplacer rapidement sur la glace pouvait faire la différence entre maintenir la communication avec les communautés voisines ou souffrir d'un isolement complet. La construction était simple mais efficace. Les patins étaient façonnés à partir des os de pattes de bovins ou de chevaux, de grands animaux dont les os étaient assez longs et denses pour servir à cet effet. Des trous étaient percés dans l'os et des lanières de cuir étaient passées à travers en un motif en 8 pour attacher le patin à la chaussure ou à la botte du porteur. La mécanique de ces patins en os différait considérablement des patins métalliques modernes. La surface lisse de l'os réduisait la friction contre la glace, mais elle ne coupait pas la glace comme le fait une lame moderne. Au lieu de cela, les utilisateurs expérimentaient un mouvement de glisse contrôlé. La propulsion ne venait pas du coup de patins que nous reconnaissons aujourd'hui, mais en poussant contre la glace avec des bâtons. Imaginez le ski de fond sans les skis, en utilisant des bâtons pour vous propulser vers l'avant, tandis que les patins en os réduisaient la friction. La distribution archéologique de ces découvertes nous indique que cette technologie n'était pas confinée à une seule région ou culture. Des patins en os ont été trouvés à Přerov en Moravie, à Birka en Suède, à York en Angleterre et à Dublin en Irlande. Cette adoption généralisée suggère une réelle utilité, et non une simple nouveauté. Les utilisations pratiques s'étendaient au-delà du transport personnel. Des patins en os pouvaient être attachés à des traîneaux, créant une surface à faible friction qui permettait de traîner des marchandises sur les rivières et les lacs gelés avec moins d'efforts
que ce qui serait nécessaire sur la glace nue. Les récits contemporains et les sources médiévales ultérieures révèlent un autre aspect crucial de l'utilisation des patins en os. Les enfants s'entraînaient au patinage non pas comme un loisir, mais pour développer des compétences essentielles à la survie des adultes. La pêche hivernale, la chasse hivernale et la communication entre les communautés pendant les mois de gel dépendaient toutes de la capacité à se déplacer efficacement sur la glace. L'enfant apprenant à s'équilibrer sur des patins en os acquérait une compétence de survie aussi fondamentale que la natation ou l'équitation. Pour que la technologie de la mobilité soit vraiment efficace pour maintenir les réseaux commerciaux médiévaux pendant l'hiver, elle devait permettre non seulement le déplacement des individus, mais aussi le transport des marchandises. C'est là que les traîneaux et les luges sont devenus les bêtes de somme du commerce et de la communication hivernaux. Les archives archéologiques démontrent que les traîneaux étaient des objets de valeur, assez importants pour être enterrés avec les morts vikings dans leurs tombes, conservés pour l'au-delà avec les armes et les bijoux. La célèbre fouille du bateau viking d'Oseberg a mis au jour des traîneaux élaborés, leur bois sculpté de motifs complexes, démontrant que ce n'étaient pas de simples objets utilitaires, mais qu'ils pouvaient représenter la richesse et le statut. Les traîneaux médiévaux jouissaient d'un avantage économique qui les rendait attrayants, même dans des conditions où les véhicules à roues auraient pu fonctionner. Les traîneaux étaient généralement exemptés des péages que les dirigeants imposaient aux charrettes et aux chariots à roues. Cette exemption, destinée peut-être à encourager le transport hivernal ou reflétant simplement des catégories administratives différentes, signifiait que le transport de marchandises par traîneau pouvait être nettement moins cher que l'utilisation de véhicules à roues, même lorsque les routes étaient praticables. Le gain de temps que les traîneaux offraient sur la glace hivernale les rendait encore plus attrayants. Certes, un traîneau ne pouvait pas transporter la charge qu'une grande barge fluviale pouvait gérer, mais le compromis en termes de vitesse justifiait souvent la capacité plus faible. Là où un bateau pouvait nécessiter des semaines pour atteindre sa destination et serait entièrement arrêté par la glace, un traîneau pouvait faire le même trajet en quelques jours. Les découvertes de Novgorod comprennent de nombreux traîneaux de différentes périodes, démontrant une évolution dans la conception et une utilisation continue à travers les siècles. Ce n'étaient pas des objets uniformes, mais ils montraient des variations adaptées à différents usages. Des traîneaux de fret lourds, des traîneaux de passagers plus légers, des conceptions spécialisées pour des types particuliers de marchandises. La distribution des découvertes de traîneaux de Staraya Ladoga, à la fin du 8e siècle jusqu'à l'apogée de Novgorod médiéval au 13e et 14e siècle, démontre à la fois la continuité de la technologie et son raffinement continu. Les matériaux pour certains des plus grands projets de construction d'Europe voyageaient par traîneau. Les blocs de pierre massifs nécessaires pour les grandes cathédrales gothiques, extraits loin des chantiers de construction, pouvaient être transportés plus efficacement par traîneau en hiver que par charrette en été, en particulier sur un terrain difficile. Lorsque les rivières gelaient, les traîneaux pouvaient transporter la pierre sur la glace, en suivant des itinéraires impossibles pour les véhicules à roues. Les chronologies de construction de certains grands bâtiments médiévaux reflètent ce transport hivernal, avec des livraisons de pierres concentrées pendant les mois de gel, lorsque le transport par traîneau était optimal. Les skis, qui pourraient sembler le complément naturel des traîneaux pour les déplacements hivernaux, montrent un curieux modèle d'adoption en Europe médiévale. Les Scandinaves et les Russes maîtrisaient parfaitement le ski, développant des techniques de déplacement de fond qui permettaient un mouvement rapide à travers des terrains qui auraient arrêté les voyageurs à pied. En dehors de la Scandinavie et de la Russie, cependant, les Européens de l'Ouest ont largement ignoré les skis jusqu'au début de la période moderne. Cela a créé un avantage régional significatif en matière de mobilité hivernale. Là où les voyageurs scandinaves et russes pouvaient traverser le pays à ski,
se déplaçant à travers les forêts et les terrains ouverts. Quelle que soit la profondeur de la neige, les Européens de l'Ouest restaient largement confinés aux itinéraires établis, comptant sur des bottes et des traîneaux tirés par des chevaux. Cette limitation signifiait que les Européens de l'Ouest ne pouvaient pas réaliser le type de déplacement hivernal de fond par temps sévère que leurs voisins du Nord et de l'Est accomplissaient régulièrement. Les implications militaires de cette disparité deviendraient apparentes dans les conflits où les forces scandinaves manœuvraient avec une mobilité hivernale que leurs adversaires ne pouvaient égaler. La nécessité économique stimule l'innovation, et le défi de maintenir le commerce pendant des hivers qui pouvaient durer 5 mois a poussé les marchands médiévaux à des adaptations remarquables. Lorsque les bateaux ne pouvaient pas naviguer, les bateaux eux-mêmes pouvaient être modifiés. Les marchands équipaient leurs navires de planches et de patins, des lames métalliques similaires à celles utilisées sur les traîneaux. Le résultat était le bateau à glace, une embarcation qui pouvait être naviguée ou poussée sur les voies navigables gelées, permettant le commerce hivernal le long de routes qui auraient autrement été complètement fermées. Ces bateaux à glace ne pouvaient pas transporter les cargaisons de leurs homologues d'été naviguant en eau libre, mais ils maintenaient le flux commercial, assuraient la communication entre les comptoirs commerciaux et garantissaient que les réseaux commerciaux construits au fil des ans ne s'effondraient pas complètement pendant les mois de gel. L'adaptation la plus ambitieuse consistait peut-être non pas à accepter la glace, mais à lutter contre elle. Pour les centres commerciaux dont la prospérité dépendait de l'accès portuaire, la formation de glace représentait une menace existentielle. Le déblayage de la glace est devenu une priorité poursuivie en tout temps et à tout prix pendant les hivers rigoureux, selon les archives administratives médiévales. Le premier brise-glace primitif enregistré apparaît à Bruges en 1383, où la ville a déployé une barge spécialement conçue pour dégager les douves de la ville. Le succès de ce navire s'est avéré si précieux que la ville a acheté 4 navires de ce type, maintenant une petite flotte dédiée à garder les voies navigables accessibles. Au 15e siècle, les brise-glaces étaient devenus des éléments établis dans les villes flamandes, notamment Audenarde, Courtrai, Ypres, Furnes, Dixmude et Hulst. Le XVIIe siècle a vu cette technologie adoptée par pratiquement toutes les villes importantes des Pays-Bas. Ce n'étaient pas des brise-glaces au sens moderne du terme, des navires massifs en acier avec des coques renforcées capables de briser une épaisse glace de mer. Les brise-glaces médiévaux étaient des barges en bois, souvent équipées de proues ferrées, qui pouvaient être traînées ou ramées contre les formations de glace pour les briser ou les écarter. Le processus était laborieux et ne pouvait gérer qu'une glace relativement mince, mais il prolongeait la saison de navigation de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, offrant un avantage économique crucial. Loin au nord et à l'est, les Pomors russes, les habitants de la côte de la mer Blanche, ont développé leur propre réponse à la glace. Au 11e siècle, ils avaient créé le kotch, un type spécial de voilier en bois conçu spécifiquement pour les conditions de glace de l'Arctique. La forme et la construction de la coque du kotch lui permettaient de résister à la pression de la glace et même d'être soulevé par les flots sans être écrasé. Ces navires permettaient aux Pomors de maintenir le commerce et la communication dans des conditions qui auraient piégé ou détruit les navires conventionnels, leur donnant accès à des terrains de chasse et à des routes commerciales qui étaient fermées aux autres pendant une grande partie de l'année. Cette technologie, patins en os et traîneaux, skis et bateaux à glace, brise-glace primitifs et navires arctiques spécialisés, a permis aux gens du Moyen Âge de maintenir la mobilité, le commerce et la communication pendant des mois où la nature semblait déterminée à arrêter tout mouvement. Pourtant, la mobilité en hiver ne servait pas seulement le commerce pacifique, mais aussi la guerre, et certains commandants militaires ont reconnu que les rivières et les lacs gelés
offraient des opportunités pour des campagnes d'une audace et d'une brillance stratégique stupéfiante. La guerre médiévale suit un schéma si constant qu'il apparaît dans pratiquement tous les manuels d'histoire militaire. Les armées se rassemblaient au printemps, envahissaient en été, poursuivaient les opérations jusqu'à l'automne, puis se dispersaient pour l'hiver. Ce rythme saisonnier reflétait des réalités pratiques de fourrage pour les chevaux, de nourriture pour les soldats et de la simple difficulté de faire campagne par temps hivernal. Pourtant, ce schéma standard masque une réalité plus complexe. Dans certaines régions et sous des conditions spécifiques, l'hiver offrait des avantages stratégiques qui en faisaient la saison optimale pour les opérations militaires, et les rivières gelées se transformaient de barrières en autoroutes qui permettaient des campagnes d'une audace à couper le souffle. Considérez la situation stratégique dans la région de la Baltique pendant la période médiévale. Des forêts denses couvraient une grande partie du paysage, formant des barrières qui canalisaient les mouvements le long de routes limitées et rendaient les déplacements hors route presque impossibles. Les traversées de rivières présentaient des obstacles qui nécessitaient soit des bateaux, difficiles à transporter avec une armée, soit des ponts et des gués dont les emplacements étaient connus et pouvaient en être défendus. Les campagnes d'été sur un tel terrain se déplaçaient lentement, suivant des itinéraires prévisibles, donnant aux défenseurs le temps de se préparer et de résister. L'hiver modifiait fondamentalement ce calcul. Lorsque les rivières, les lacs et les marais gelaient, ils cessaient d'être des obstacles pour devenir les itinéraires les plus faciles pour un mouvement rapide. Les rivières gelées formaient des autoroutes plates et droites, idéales pour la cavalerie. Les armées pouvaient se déplacer à travers le territoire avec une facilité sans précédent, arrivant à leurs objectifs avant que les défenseurs ne puissent se préparer adéquatement, frappant depuis des directions inattendues, car les voies navigables gelées ouvraient des routes impraticables en d'autres saisons. La bataille sur la glace, livrée le 5 avril 1242, démontre à la fois les opportunités et les dangers de la guerre sur glace. Les forces de la République de Novgorod et du Grand-Duché de Vladimir Souzdal, dirigées par le prince Alexandre Nevski, ont affronté les forces militaires de l'Ordre de Livonie sur la surface gelée du lac Peipus. La date, début avril, signifiait que la glace avait commencé à s'affaiblir à l'approche du printemps, créant une surface inégale qui présentait des défis tactiques. Néanmoins, la glace restait assez épaisse pour supporter des formations d'infanterie et des forces de cavalerie plus légères. La victoire d'Alexandre, obtenue en partie grâce à une meilleure compréhension des conditions de la glace et à une habileté tactique à utiliser le terrain à son avantage, lui a valu le surnom de Nevski et une réputation comme l'un des plus grands commandants militaires de la Russie médiévale. La bataille a démontré que les commandants qui comprenaient la glace pouvaient l'utiliser comme un champ de bataille et pas seulement comme une voie de transport. Les Mongols, dont les exploits militaires à travers l'Asie et en Europe restent parmi les plus remarquables de l'histoire, ont montré une préférence particulière pour les déplacements hivernaux en Europe de l'Est. Leur attaque contre la principauté russe de Ryazan a commencé en décembre 1237. Délibérément programmée pour exploiter les conditions de gel. La conquête de Kiev a eu lieu le 6 décembre 1240, démontrant à nouveau une préférence stratégique pour les campagnes hivernales. Pour les Mongols, dont les forces dépendaient fortement de la cavalerie et dont la doctrine tactique mettait l'accent sur le mouvement rapide et la surprise, les rivières gelées offraient des autoroutes idéales. Les mêmes voies navigables qui canalisaient le commerce estival sont devenues des routes d'invasion hivernale, et la maîtrise de la guerre hivernale par les Mongols leur a donné des avantages cruciaux sur des adversaires liés par des hypothèses conventionnelles sur les saisons de campagne. Pourtant, toutes ces campagnes, aussi impressionnantes soient-elles, pâlissent à côté de l'audace pure de la campagne suédoise de 1658, la marche à travers les Belts.
Cette opération représente peut-être l'exemple le plus extraordinaire de forces militaires exploitant des voies navigables gelées. Un exploit si stupéfiant que lorsque les dirigeants du Danemark ont appris ce qui s'était passé, ils ont immédiatement demandé la paix à des conditions très favorables à la Suède. Le contexte stratégique était la guerre de la Suède contre le Danemark, un conflit qui avait atteint une phase critique. Le roi suédois Charles Dit Gustav commandait des forces dans le Jutland, mais pour frapper au cœur et à la capitale du Danemark, Copenhague, il devait traverser les détroits qui séparent le continent danois des îles où se trouve Copenhague. En été, cela aurait nécessité une flotte pour des opérations amphibies, complexes, coûteuses et vulnérables à la puissance navale danoise. L'hiver, cependant, présentait une alternative qui semblait frôler la folie, mais s'est avérée dévastatrice. Le petit âge glaciaire avait produit un hiver d'une rigueur exceptionnelle. Les détroits, le Petit Belt, le Grand Belt et le Sund avaient complètement gelé. Les ingénieurs de Charles ont examiné la glace, mesurant l'épaisseur, évaluant la stabilité, calculant si elle pouvait supporter le poids d'une armée entière. Le roi a commencé sa marche le 30 janvier 1658, traversant du Jutland à l'île de Fioni. Le 5 février, après que les ingénieurs eurent évalué la glace au sud de la Fionie et l'eurent déclarée assez épaisse, la traversée vers Långland a commencé. Imaginez la scène. Des ingénieurs militaires debout sur l'eau de mer gelée, sachant que leur jugement déterminerait si des milliers d'hommes vivraient ou se noieraient, utilisant des outils et des connaissances médiévales pour faire un calcul qui affecterait le cours des nations. Ils l'ont jugé sûr, et Charles s'est engagé dans le plan. Les forces qui allaient effectuer la traversée comptaient environ 9000 cavaliers avec leurs chevaux, 3000 fantassins, et tout l'équipement, les chariots de ravitaillement et l'artillerie qu'une armée nécessitait. L'itinéraire s'étendait du Jutland à travers le Petit Belt jusqu'à l'île de Fioni, puis à travers une chaîne de plus petites îles, Långland, Lolland, Falster, avant d'atteindre l'île principale de Sealand, où se trouvait Copenhague. Il ne s'agissait pas simplement de traverser un étang gelé. L'armée allait traverser plusieurs passages de glace distincts, couvrant des distances de plusieurs kilomètres sur la glace ouverte, exposée à toutes les intempéries que l'hiver baltique pouvait produire. La marche a commencé, et les archives historiques conservent les dates clés avec une précision qui souligne leur importance. Le 11 février, les forces suédoises avaient atteint Sealand. L'armée avait réussi à traverser la mer gelée. Le 15 février, les troupes suédoises se trouvaient à seulement 22 kilomètres, soit environ 14 miles, de Copenhague. La capitale du Danemark, auparavant sécurisée derrière la barrière navale des détroits, était maintenant exposée à un assaut terrestre auquel elle n'était pas préparée. L'impact psychologique des troupes suédoises apparaissant là où elles auraient dû être impossibles à atteindre, d'une armée entière se matérialisant sur une glace supposément infranchissable, a brisé la volonté danoise de résister. Le Danemark a capitulé, offrant une paix inconditionnelle. Le traité de Roskilde, signé le 26 février 1658, à peine 3 semaines après que l'armée suédoise eut achevé sa traversée sur la glace, a accordé à la Suède des conditions très favorables. La campagne reste l'un des exemples les plus spectaculaires de toute l'histoire militaire de l'influence du temps et du climat sur les résultats stratégiques. Le petit âge glaciaire, qui a apporté difficultés et mort à tant de gens, avait fourni les conditions qui ont permis une campagne de génie, ou de folie, selon le point de vue. Peut-être que les deux descriptions s'appliquent. Les risques étaient extraordinaires. À tout moment, la glace aurait pu se fracturer sous le poids de milliers d'hommes et de chevaux. De grands groupes se déplaçant sur la glace créent des contraintes qui peuvent provoquer une rupture catastrophique
même lorsque la glace supporterait des individus ou de petits groupes. Si la glace s'était rompue alors que l'armée était à mi-chemin, des milliers se seraient noyés dans une eau si froide que le temps de survie se mesure en minutes. La perte aurait détruit la puissance militaire de la Suède et modifié l'équilibre politique de l'Europe du Nord. Charles a tout misé sur la solidité de la glace et les calculs de ses ingénieurs. Le pari a réussi, mais l'ampleur du risque qu'il a accepté défie toute compréhension facile. Ces campagnes militaires sur glace, de la bataille sur la glace aux invasions hivernales mongoles en passant par la marche à travers les Belts, démontrent que les commandants médiévaux considéraient les voies navigables gelées comme des atouts stratégiques, et non comme de simples inconvénients à endurer. La technologie des déplacements hivernaux qui permettait le commerce et la communication permettait également la guerre, et ceux qui maîtrisaient la mobilité hivernale gagnaient des avantages qui pouvaient s'avérer décisifs. Pourtant, la transformation que l'hiver apportait affectait plus que les affaires militaires et commerciales. Le gel des rivières produisait des perturbations et des opportunités économiques qui remodelaient les schémas commerciaux et forçaient les sociétés médiévales à développer des stratégies d'adaptation pour leur survie. Le commerce médiéval dépendait massivement du transport par eau pour les marchandises en vrac, faisant du gel hivernal des rivières et des eaux côtières un choc économique récurrent chaque année avec une régularité dévastatrice. Même des hivers modérément rudes fermaient les principales routes commerciales pendant des mois, forçant l'adaptation ou l'effondrement. Le réseau commercial de la Baltique liant les villes de la Ligue hanséatique illustre l'impact de l'hiver. La route de Reval, l'actuelle Tallinn, à Lübeck transportait des fourrures, du bois, de la cire et des céréales vers l'est, tandis que des tissus, des produits métalliques et du vin affluaient vers l'ouest. Les voyages d'été prenaient 4 semaines. L'hiver prolongeait ce délai à 4 mois, une multiplication par 6 avec de graves implications pour les denrées périssables et les marchands dont le capital était immobilisé dans les expéditions. Le droit maritime reflétait les réalités saisonnières. La saison de navigation officielle s'étendait d'avril à octobre, pouvant se prolonger jusqu'à début novembre. Les premiers navires du printemps marquaient la disparition des flots. Les derniers navires d'automne marquaient la fermeture de la Baltique. Entre ces dates, les ports fermaient et le commerce cessait ou s'adaptait. Les registres du port d'Elblag documentent précisément la perturbation. Les hivers rigoureux entraînaient 152 à 173 jours d'interruption des transports, 5 à 6 mois où la navigation était impossible. Les hivers modérément rigoureux signifiaient tout de même 133 à 143 jours de perturbation. Pendant près de la moitié de l'année, ce port majeur ne pouvait pas fonctionner pour son objectif principal, ce qui façonnait profondément les stratégies économiques. Les statuts génois du XIVe siècle interdisaient la navigation hivernale en mer Noire sous peine de lourdes amendes, une reconnaissance pratique que les tempêtes hivernales et la glace rendaient de tels voyages suicidaires. La fermeture des routes forçait les marchands italiens à maintenir des stocks importants et à accepter que certaines marchandises seraient indisponibles pendant l'hiver. L'avantage économique du transport par eau rendait les fermetures saisonnières douloureuses. Les registres du début du XIVe siècle montrent que le grain coûtait 1,5 penny par mile par la route contre un demi-penny par l'eau, une différence du simple au triple. Le vin coûtait plus cher à transporter sur 50 miles par voie terrestre que sur près de 1000 miles par mer de Bordeaux à Londres. Les registres de la couronne indiquent que le transport terrestre coûtait en moyenne 2 fois plus cher que le transport fluvial. Pour les marchandises en vrac, grains, bois, pierres, barils de poissons, le transport routier était d'un coût prohibitif. Cette dépendance rendait les rivières essentielles et non simplement pratiques.
Presque toutes les grandes foires internationales se tenaient au bord de rivières navigables, une nécessité économique, pas un hasard. Les villes fluviales avaient accès à un transport en vrac bon marché permettant un commerce à grande échelle. Les villes fluviales se sont développées tandis que les villes intérieures sont restées plus petites. Les réseaux commerciaux suivaient les voies navigables. La prospérité économique se concentrait le long des voies navigables. Lorsque l'hiver gelait ces voies navigables, le commerce médiéval risquait de s'effondrer. Pourtant, les sociétés se sont montrées adaptables. Pour des centres commerciaux comme Bruges, l'accès au port restait vital pendant l'hiver. Le déblayage de la glace est devenu systématique, poursuivi en tout temps et à tout prix pendant les hivers rigoureux. Les brises-glaces primitifs représentaient un calcul économique. Le coût du déblayage de la glace était inférieur à celui d'un arrêt commercial complet. Le Zuiderzee gelé créait des routes directes d'Amsterdam à Kampen pendant les hivers les plus rudes. Bien que les routes de glace ne pussent pas gérer les volumes de fret estivaux, elles maintenaient la communication et empêchaient un isolement complet. Les économies médiévales étaient des réseaux adaptatifs qui changeaient avec les saisons, employant différents modes de transport, itinéraires et assortiments de marchandises selon les conditions. Les marchands qui expédiaient du grain en vrac par barge fluviale en été se concentraient sur des marchandises de plus grande valeur et de plus faible volume transportées par traîneau en hiver. Les villes constituaient des stocks avant l'hiver, entreposaient du grain pour les mois d'isolement, se préparant au changement de schémas économiques. Cette flexibilité économique a également façonné les structures sociales. L'hiver forçait la coopération, car les familles individuelles ne pouvaient pas survivre seules, une réalité qui influençait tout, du partage des ressources au calendrier judiciaire. Les économies rurales s'arrêtaient dans de nombreuses régions, les villages étant enneigés pendant des semaines. Cette oisiveté forcée façonnait le calendrier agricole. L'hiver signifiait travail artisanal, réparation d'outils, filage, tissage, des tâches effectuées à l'intérieur pendant que les champs gelaient. Cette division influençait les calendriers judiciaires, les coutumes sociales et les observances religieuses. Les régions maîtrisant les déplacements hivernaux gagnaient des avantages. Les villes russes, maintenant un trafic de traîneaux, s'engageaient dans un commerce toute l'année, tandis que leurs homologues d'Europe de l'Ouest faisaient face à des mois de fermeture. Les marchands scandinaves, qui savaient skier et patiner, maintenaient des réseaux de communication que leurs concurrents ne pouvaient égaler. Les forces militaires capables de faire campagne en hiver frappaient, lorsque les ennemis supposaient les campagnes impossibles. La transformation de l'hiver a créé des gagnants et des perdants déterminés par le climat, la géographie, l'adaptation technologique et les pratiques culturelles. Pourtant, le commerce et la guerre ne racontent qu'une partie de l'histoire. La glace qui permettait le commerce et les armées est également devenue le fondement d'activités sociales mêlant opportunités économiques, célébration communautaire et adaptation, des conditions qui ne pouvaient être changées, mais qui pouvaient être endurées avec créativité et même joie. La foire sur la glace de la Tamise de 1608 est devenue l'exemple le plus célèbre de rivière gelée transformée en ville temporaire. Mais le phénomène était répandu partout où les hivers gelaient les rivières. Le terme apparaît pour la première fois dans les registres de 1608, lorsque le gel qui a commencé avant Noël 1607 a persisté assez longtemps pour que les entrepreneurs y voient une opportunité. Ce qui n'avait été qu'un point de passage est devenu un espace commercial et social. Des tentes et des étals sont apparus, vendant de tout, de la nourriture aux coupes de cheveux, tandis que les foules jouaient à des jeux, dansaient et pariaient sur la glace. Les bateliers de la Tamise,
qui gagnaient leur vie en été en transportant des passagers et des marchandises, se sont adaptés en devenant des autorités en matière de sécurité sur la glace. Ils affichaient des panneaux indiquant les zones sûres, tirant parti de leur connaissance intime du fleuve pour guider les foules vers la glace stable et loin des zones minces, maintenant ainsi un revenu lorsque leurs bateaux étaient inutilisables. Pourquoi la Tamise gelait-elle de manière fiable à l'époque, mais pas maintenant? Deux facteurs expliquent le changement. Premièrement, la Tamise médiévale était plus large et moins profonde que le fleuve moderne aménagé. L'eau moins profonde gèle plus facilement. Deuxièmement, le vieux pont de Londres, avec ses 19 arches et ses piles massives, affectait profondément le courant. Des coffrages en bois appelés estacades, protégeant les piles, concentraient l'eau en torrents rapides sous les arches. En hiver, la glace se logeait contre les coffrages, bloquant les arches et agissant comme des barrages, ralentissant le courant en amont. Les eaux lentes gèlent plus facilement et l'accumulation de glace derrière le pont créait des conditions idéales pour des gels solides durant des semaines ou des mois. La foire sur la glace était donc typiquement londonienne, le froid du petit âge glaciaire croisant une ingénierie médiévale spécifique. Lorsque le vieux pont de Londres a été démoli en 1831 et remplacé par un nouveau pont avec moins d'arches, plus large, et que le fleuve a été endigué et approfondi, les conditions de gel fiables ont disparu. La dernière foire sur la glace de la Tamise a eu lieu en 1814, mettant fin à une tradition qui a défini les hivers de Londres pendant des siècles. Aujourd'hui, même lors des hivers les plus froids, la Tamise dans le centre de Londres ne gèle pas complètement. Nous avons éliminé par l'ingénierie les conditions des foires sur la glace. Le Rhin à Cologne a connu des transformations similaires. Pendant l'hiver 1363 à 1364, lorsque le Rhin a gelé pendant 70 jours près de Mayence, Cologne a organisé un marché directement sur le fleuve gelé. Les marchands transportaient des marchandises sur la glace, installaient des étals, les clients parcouraient et achetaient, démontrant une glace assez épaisse pour supporter des foules et une activité concentrée, pas seulement des traversées individuelles. Ces rassemblements sur glace remplissaient de multiples fonctions. Au niveau le plus élémentaire, ils représentaient une opportunité entrepreneuriale, les vendeurs capturant un public captif déjà sur la glace pour la traversée ou le divertissement. Les foires sur la glace servaient également de célébration communautaire, rassemblant différentes classes sociales dans un espace liminal, n'existant que temporairement. La glace n'était ni terre ni eau, mais quelque chose de transformé, portant une qualité carnavalesque et une suspension temporaire des règles normales. Le divertissement et la célébration se mêlaient au commerce, créant des festivals qui atténuaient les rigueurs de l'hiver par une expérience partagée. Ces rassemblements sur glace révèlent quelque chose d'essentiel sur la société médiévale. Plutôt que de subir passivement l'hiver, les gens s'y engageaient activement. Maintenant, les liens, soutenant le commerce, créant des moments de célébration même lorsque la nature semblait déterminée à les isoler et à les réduire au silence. Les foires sur la glace représentent le pragmatisme transformé en créativité, transformant les rivières gelées qui perturbaient la vie normale en de nouvelles formes d'activité sociale et économique. Les marchés sur glace remplissaient des fonctions pratiques tout en fournissant des points de rassemblement pendant des mois où l'isolement pouvait être profond. La vie médiévale sur les rivières gelées était à la fois une stratégie de survie et l'esprit humain trouvant son expression dans des conditions difficiles. Au-delà de la technologie et du spectacle, la survie hivernale médiévale exigeait une attention constante à des fondamentaux que nous tenons pour acquis. Les archives historiques conservent le souvenir de ceux qui ont échoué. Des maisons écrasées sous la neige, des gens morts de faim lorsque les provisions se sont épuisées, des patineurs noyés lorsque la glace a cédé. La survie dépendait à la fois de connaissances matérielles
et du soutien de la communauté. L'habillement suivait une stratégie de superposition minutieuse. Des sous-vêtements en lin constituaient une couche de base, avec des vêtements extérieurs en laine pour l'isolation. Irritant, mais chaud. Des moufles en laine ou en cuir protégeaient contre les engelures, tandis que des manteaux de laine à capuche portés sur des bonnets serrés, appelés coiffes, protégeaient la tête et le corps. La compétence cruciale était de gérer les couches pendant l'effort. Les vêtements trempés de sueur perdent leurs propriétés isolantes et provoquent une hypothermie rapide lorsque l'activité cesse. Les voyageurs médiévaux apprenaient à enlever les couches extérieures lorsqu'ils transpiraient, puis à les remettre au repos, un savoir transmis par l'enseignement communautaire et la dure expérience. Le bois de chauffage représentait la survie même. En manquer au milieu de l'hiver signifiait la mort, car en acquérir devenait impossible une fois que le grand froid et la neige s'installaient. Les communautés partageaient la collecte et la distribution du bois de chauffage, créant une redondance lorsque des familles individuelles faisaient face à des pénuries. La plupart des gens ne vivaient pas dans des châteaux de pierre, mais dans des structures en bois et en chaume, avec une rétention de chaleur limitée. Un feu central fournissait de la chaleur, mais remplissait l'espace de fumée à moins d'être ventilé. Et la ventilation signifiait des courants d'air froid. Ce compromis constant entre la fumée et le gel exigeait une gestion attentive. La pêche sur glace fournissait une nourriture hivernale cruciale lorsque d'autres sources faisaient défaut. Les pêcheurs médiévaux découpaient des trous dans la glace et utilisaient des harpons pour attraper les anguilles blotties dans la boue du fond. À l'époque médiévale, les haches en fer coupaient efficacement la glace, tandis que des hameçons en fer sur de la soie tressée ou du catgut tiraient les poissons à travers les trous. Des traîneaux en bois transportaient le matériel de pêche sur les lacs gelés. Les archives archéologiques montrent que la pêche sur glace était une pratique régulière dans les régions aux longs hivers, et non un expédient occasionnel. Les dangers du voyage s'étendaient au-delà du risque de noyade. De fortes pluies d'automne transformaient les routes en bourbiers, engloutissant les chariots avant le gel. La neige hivernale bloquait complètement les chemins, isolant les communautés pendant des semaines. En Europe de l'Ouest, de fortes chutes de neige arrêtaient complètement les déplacements et la communication, contrairement à la Scandinavie et à la Russie, où le ski permettait un mouvement continu. Les systèmes de messagerie qui atteignaient des vitesses impressionnantes dans des conditions favorables ralentissaient ou s'arrêtaient lorsque la nature imposait des barrières. L'isolement entraînait des dangers aggravés. Les communautés enneigées faisaient face à la famine si les réserves de nourriture s'avéraient insuffisantes, tandis que les maladies se propageaient dans des abris surpeuplés et mal ventilés, où les gens et les animaux se blottissaient pour se réchauffer. La mort venait de l'effondrement des structures sous le poids de la neige, de l'hypothermie et de la lente famine lorsque l'hiver durait au-delà des provisions. Les systèmes de soutien communautaire étaient des nécessités de survie, pas de la charité. Les églises maintenaient des réserves de nourriture pour l'hiver. Les nobles assuraient la survie des paysans pour des raisons économiques pragmatiques. Des systèmes d'aide rotatifs évaluaient la vulnérabilité et fournissaient une assistance avant que les situations ne deviennent désespérées. La plaque de glace de Lendbreen, en Norvège, a préservé plus de 800 artefacts d'un col de montagne utilisé pendant plus de 1000 ans. Chaussures, cordes, morceaux de ski, flèches, fers à cheval, un bâton de marche avec une inscription runique, une moufle viking et même une tunique de l'âge du fer romain. Le trafic a atteint son apogée pendant l'âge viking vers l'an 1000, puis a décliné avec le petit âge glaciaire et la peste noire. Le col était le plus praticable lorsque la neige recouvrait le terrain accidenté,
rendant le voyage plus facile que sur un sol nu. Ces artefacts prouvent que les gens du Moyen Âge traversaient régulièrement des cols de montagne extrêmement difficiles en utilisant une technologie adaptée à l'hiver. Cela nous ramène à notre question centrale. Pourquoi de tels risques extraordinaires? La réponse est simple. Ils n'avaient pas le choix. L'hiver venait. Les rivières gelaient. La neige tombait. Ils pouvaient se cacher et espérer survivre jusqu'au printemps, où ils pouvaient s'adapter grâce à la technologie, au savoir partagé et au soutien mutuel, trouvant des opportunités dans des conditions apparemment hostiles. Ils ont choisi l'adaptation, façonnant l'histoire européenne de manière que nous découvrons encore. Les rivières gelées de l'Europe médiévale révèlent une civilisation confrontée aux extrêmes climatiques par l'innovation technologique, l'adaptation économique, l'audace militaire et le soutien communautaire qui ont permis non seulement la survie, mais un développement soutenu à travers des siècles d'hivers rigoureux. Que peuvent nous apprendre aujourd'hui ces foires sur la glace et ces campagnes hivernales? L'adaptabilité médiévale est la leçon la plus frappante. Lorsque le petit âge glaciaire a fait baisser les températures et prolonger les hivers, les gens n'ont pas simplement accepté les difficultés. Ils ont développé des patins en os, transformant la glace de barrière en autoroute. Ils ont conçu des traîneaux déplaçant les marchandises plus rapidement sur les rivières gelées que les bateaux en eau libre. Ils ont créé des brise-glaces primitifs maintenant l'accès aux ports. Ils ont établi des systèmes d'aide assurant la survie de la communauté. C'était une adaptation née de la nécessité, démontrant que les sociétés humaines peuvent répondre de manière créative à des conditions climatiques apparemment écrasantes. La folie et la logique des déplacements hivernaux médiévaux ne peuvent être séparées. La marche à travers les belts de Charles D. Gustave semble insensée. 12 000 hommes et chevaux traversant des détroits marins gelés. Pourtant, les ingénieurs mesurant cette glace, le roi ordonnant la traversée, les soldats l'exécutant, tous ont agi sur la base de connaissances et de calculs, pas d'imprudence. Les gens du Moyen Âge avaient une relation fondamentalement différente avec le danger et la nature. Il manquait de nos équipements de sécurité, de nos prévisions météorologiques et de nos services de secours. Mais ils possédaient ce que nous avons largement perdu. Une connaissance intime de l'environnement développée par un engagement direct. Ils connaissaient la glace, les schémas de formation, l'épaisseur sûre, les indicateurs de faiblesse. Ce savoir était transmis au sein des communautés, affiné au fil des générations. Lorsque les ingénieurs médiévaux déclaraient la glace sûre pour la traversée d'une armée, ils appliquaient une sagesse accumulée, pas des suppositions. Voir leur choix à travers des yeux modernes crée une distorsion. Notre infrastructure nous rend indépendants des rythmes saisonniers qui régissaient la vie médiévale. Ce qui nous semble inutilement risqué étaient des réponses pragmatiques à une réalité inévitable. Le changement climatique a inversé les trajectoires médiévales. Il faisait face à un refroidissement. Nous faisons face à un réchauffement. La Tamise ne gèle plus en raison du changement climatique, du remplacement du vieux pont de Londres et de l'ingénierie fluviale. La Baltique gèle moins fréquemment qu'au plus fort du petit âge glaciaire. La connaissance des déplacements sur glace, autrefois essentielle à la survie en Europe du Nord, n'existe désormais principalement que dans les archives historiques et les découvertes archéologiques, et non dans la pratique vivante. Pourtant, les innovations médiévales ont façonné les développements ultérieurs. Les brise-glaces primitifs des villes flamandes du 15e siècle sont les ancêtres des brise-glaces modernes qui maintiennent ouvertes les voies de navigation de l'Arctique. Les routes commerciales hivernales, inaugurées par les traîneaux russes, ont établi des schémas qui se sont poursuivis après que la technologie soit passée aux véhicules motorisés. Comprendre que les rivières servent d'autoroute, qu'elles coulent ou qu'elles gèlent,
a influencé le développement des infrastructures là où l'hiver apporte encore le gel. Le climat façonne la civilisation plus que nous ne le reconnaissons souvent. Les déplacements hivernaux médiévaux le démontrent clairement. Le petit âge glaciaire a forcé les Européens à développer des technologies, patins en os, traîneaux spécialisés, brise-glace primitifs, qui résolvaient des problèmes spécifiques à ce moment climatique. Lorsque le climat a changé et que les rivières ont cessé de geler de manière fiable, ces innovations sont devenues obsolètes, non pas parce qu'elles étaient imparfaites, mais parce que les conditions qui les avaient créées avaient changé. L'ingéniosité humaine répond aux défis, mais sa forme dépend des défis spécifiques rencontrés. Ce qui semble impossible devient routine par nécessité. Avant la première foire sur la glace, les marchés sur la glace de la Tamise devaient sembler absurdes. Avant la marche à travers les belts, faire marcher des armées sur des détroits gelés devait paraître suicidaire. Pourtant, la nécessité combinée à la connaissance a rendu cela réalisable. Les rivières gelées n'étaient pas simplement des obstacles ou des dangers. Pour ceux qui les maîtrisaient, elles étaient des opportunités. Des autoroutes s'ouvrant lorsque les routes se fermaient, des champs de bataille permettant des victoires, des lieux de rassemblement soutenant la communauté pendant les mois difficiles. La technologie, la guerre, les foires sur la glace et les techniques de survie représentent un chapitre remarquable de l'adaptation humaine au climat. Merci de m'avoir rejoint dans cette exploration des rivières gelées comme autoroute médiévale. J'espère que ce voyage a révélé des aspects de la vie médiévale que vous n'aviez pas envisagés, montrant comment les gens ont affronté les extrêmes environnementaux avec ingéniosité, courage et soutien communautaire. La prochaine fois que vous verrez une rivière gelée ou lirez sur le petit âge glaciaire, peut-être vous souviendrez-vous des marchés sur la glace du Rhin gelé, de l'armée suédoise traversant les détroits gelés jusqu'à Copenhague, des patins en os permettant des trajets quotidiens de 150 km et des foires sur la glace où les Londoniens festoyaient sur la Tamise gelée. Les déplacements hivernaux médiévaux étaient insensés. Les risques extraordinaires indéniables. Mais ils étaient aussi ingénieux, démontrant l'adaptation humaine même à des conditions climatiques qui semblaient conçues pour rendre la vie impossible. Si vous avez apprécié cette exploration de l'histoire médiévale et de l'intersection du climat avec la culture, je serais ravi que vous donniez un « j'aime » à cette vidéo. Partagez-la avec d'autres qui apprécient les plongées approfondies dans des sujets historiques fascinants. Abonnez-vous pour plus d'enquêtes sur des aspects de la vie médiévale rarement trouvés dans les histoires standards. Laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus surpris à propos des déplacements hivernaux médiévaux ou sur d'autres sujets médiévaux que vous aimeriez voir explorés. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.